Bonjour Gwen. Hello Lilou, comment vas-tu? Très bien aujourd'hui, un bonheur de pouvoir t'interviewer. Écoute, tu as un parcours atypique qui me plaît et qui je pense va pouvoir parler à de nombreuses personnes. Alors atypique, on est tous uniques, on est d'accord. Mais là quand même, tu es né à l'île de la Réunion, une magnifique île paradisiaque, enfance de rêve, métisse, mère malgache, de père blanc. Hein, c'est Français, ça. oui. Et puis Ouais. tu as évolué, on sent qu'il y a eu une adolescence un peu comme ça compliquée, rebelle, où il y a eu plein de choses qui se sont passées en toi. Vous êtes 4 enfants dans la famille. Euh, et tu nous parles de voilà, tes différentes conquêtes, de l'amitié qui est importante pour toi. Et en même temps, il y a après cette délinquance qui commence. Le côté dealer quand même, tu as aimé les jeux, ou tu as aimé les jeux, le casino, on sent ces addictions aux jeux, enfin c'est quand même assez important, jusqu'à une grosse déprime, qui a plus ou moins été là, on dirait, une bonne partie de ta vie. C'est quand même, comment tu... Parce que là, dernièrement, tu fais un petit peu ton coming out au niveau de ta vie. Est-ce que tu as vraiment vécu? Parce que on te connaît comme une personne qui transmet, qui fait des guidances spirituelles, etc., des conférences, des stages, mais il y a eu quand même un long chemin pour trouver ta voie. Comment tu l'as vécu et comment t'as basculé et d'un seul coup, il y a eu la lumière, en gros. Bah, déjà, je te remercie pour l'invitation et le bonheur est totalement partagé d'être avec toi aujourd'hui. Merci. C'est vrai qu'en fait, je fais cette forme de coming out parce que, en fait, vu que je travaille là-dedans depuis 10 ans et que je m'estime être encore jeune, Quel en âge? fait, j'ai 36 ans 36, ouais. aujourd'hui. Voilà, donc ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le milieu de la santé et de la spiritualité. Et en fait, du coup, vu que j'ai commencé très jeune, beaucoup de gens pensent que je suis né comme ça. Et que quand certaines personnes me racontent leurs souffrances et que je leur explique comment résoudre leurs problèmes, des fois on me dit oui, mais toi, t'as pas vécu ça. Oui, toi, t'es le fils de Johanna ton beau-père est Al Chaler, qu'on connaît bien C'est dans le ça. milieu. Donc, en fait, en gros, t'es béni des dieux et tu n'as rien vécu de compliqué. Exactement. Et donc, en fait, pour moi, c'est important cette période de ma vie parce que j'ai toujours refusé de sortir ce que j'appelle le CV de la souffrance. Des gens qui prouvent leur légitimité parce qu'ils ont beaucoup souffert. Et Je pour moi, vois. c'est pas important de dire je suis ce que je suis parce que j'ai souffert, Ouais. justement parce que j'enseigne que je suis ce que je suis parce que je le veux bien, ce qui Hmm, est totalement différent. je comprends. Euh, mais en fait, je pense que beaucoup de gens m'ont poussé à parler, bah, dont toi, tu m'encourages beaucoup, depuis que je te connais, à oser me livrer pour montrer aux gens qu'effectivement, on peut traverser certaines étapes de vie compliquées et se guérir, s'en sortir, aller mieux et voire même transcender quelque part sa destinée. Donc c'est vrai que pour revenir sur l'enfance, j'ai des parents extraordinaires, que ce soit mon père biologique, qui est un grand humaniste, tu vois, il a tout réussi, chirurgien dentiste, bon papa, maître Qigong, et sa bibliothèque, il y a tout ce qui est ésotérisme, philosophie, spiritualité, c'est un maître spirituel, mon père, en fait. Mais il est moins connu, effectivement, que ma mère, Johanna Razlamahai, qui est chamane, et qui est remariée avec le docteur Christian Dalchaler, qui a d'ailleurs fait une vidéo avec toi que j'ai adorée il y a quelques Yes. années. Yes. Et c'est comme ça que je t'avais connu, d'ailleurs. Et en fait, donc, j'ai grandi avec cet environnement qui est bien-être, manger sainement, Ouais. penser sainement, agir en conséquence. Et en fait, à partir de 8 ans, je suis rentré dans une forme de rébellion où en fait, je voulais pas du tout suivre ce chemin-là qui m'attirait vraiment. Parce Je qu'il te dirais, paraissait pas authentique, hein, ce chemin. comment? Il te paraissait pas authentique. Ce que tu voyais n'était pas la même chose devant et derrière la scène. Il y avait un décalage, hein. Disons que non, mais mes parents ont toujours été cohérents. Mais c'est vrai que quand je cheminais avec eux dans l'accompagnement sur des stages, des événements, conférences,
salons de bien-être, etc., je voyais beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs encore très connues, certains, qui, je trouve, n'étaient pas cohérents entre ce qu'ils disaient sur scène et ce qu'ils étaient dans la réalité, justement, dans les loges. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, nous sommes des êtres d'amour, et 5 minutes après, toi, va me chercher un café. Tu vois, Oui, ou qui parlent de paix intérieure, mais clairement, ils ne le vivent pas au quotidien. Voilà. Ou alors, oui, la fraternité, et puis 5 minutes après, tu les vois en train de se disputer avec quelqu'un. Mais en même temps, on est humain et nous sommes paradoxaux. Mais bref, en fait, tout ça pour dire que, en fait, j'ai pris un autre chemin qu'on pourrait appeler le chemin de mal. C'est qu'en fait, pendant longtemps, je pensais être fort à ma réputation, à mon image, à ce que je pensais être réussir. Donc, je fais partie de tous ces ados, alors cultivés au rap, au film Scarface, Le Parrain, tu sais, cette forme de respect qu'on impose aux autres, presque par la crainte ou par la peur. Donc en fait, j'ai été un enfant et un adolescent très dur, même avec mes proches, très exigeant. Je me rappelle très bien de phrases où je disais à certains de mes amis, moi mes règles c'est ça, tu franchis la ligne et tu dégages. Ouais. C'est vraiment j'étais très dur en fait. Avec tout le monde, je pense. Jusqu'à casser, brûler, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, tu dis, jusqu'à faire à délinquant, jusqu'à dealer. Mais au début, c'est des petites délinquances de gosses qui traînent dans les rues. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai bénéficié d'une chance inouïe. C'est qu'en fait, vu que je suis le dernier de 4 enfants et que j'ai un caractère très indépendant, très autonome, et que j'ai toujours eu l'air sage, en fait, mes parents m'ont toujours fait confiance. Et en fait, presque trop. C'est qu'ils m'ont pas du tout cadré. Par exemple, je voyais qu'ils faisaient faire les devoirs à mes frères et sœurs et moi pas du tout, parce que je m'en sortais. Et du coup, mes frères et sœurs devaient rester à la maison et moi j'avais le droit de sortir. Et très vite, je me suis retrouvé avec des gosses de rue comme moi, quoi, quelque part, où on sortait, on n'avait rien à faire, alors on commençait à faire n'importe quoi. Donc effectivement, ça pouvait être brûler des choses, taguer, commencer à fumer, fumer des joints, boire de l'alcool en cachette, etc. C'est une spirale. Ouais, ben, j'ai vraiment vu l'ascension en fait entre petite délinquance qui traîne avec des petits délinquants. Après, tu fumes un peu plus. Après, tu deals Payer. pour payer. Après, tu deals parce que tu veux plus d'argent. Et en fait, tu te rends compte au début, tu traînes avec des gens qui volent, je sais pas moi, un vélo. Et puis après, avec quelqu'un qui vole des scooters. Après, quelqu'un qui fait des braquages. En fait, c'est comme si le milieu de la délinquance fait que quand tu montes dans un domaine, tu rencontres des gens qui montent dans d'autres domaines de la délinquance. Ouais. Et en fait, à partir de 17 ans, ben, des fois, je me retrouvais dans des soirées entre amis, avec des amis d'amis d'amis, et je me posais la question, parce que certains étaient des adultes déjà, où est-ce que je vais en traînant avec des gens qui dealent des kilos de drogue, ou qui font des braquages voitures béliers, ou qui font des choses comme ça, alors que moi, je suis un enfant. Et je voyais bien que pour beaucoup de mes amis, aller en prison, c'était pas très grave dans la vie. Ils voyaient vraiment une relativité du genre, oui, ben, l'important c'est qu'on gagne plein d'argent, et puis ben, des fois tu vas en prison 1 an, tu ressors, tu reprends. Et en fait, moi, j'avais pas du tout ça. C'est que moi, ben, pour ça, mon éducation a été très bonne. C'est que pour moi, la prison, ça fait peur. Tu vois, donc en fait, je suis vraiment parti de l'idée, je fais toutes mes conneries et à 18 ans pile, je m'arrête. Et Seulement, on ne s'arrête pas comme ça. Comment? Seulement, on ne s'arrête pas comme ça. Ben, figure-toi que ça a été dur parce que j'ai dû me séparer de beaucoup d'amis. Mais je pense que j'ai fait un choix fort, en fait. Ben, parce qu'à 17 ans, ben, j'ai fait une tentative de suicide. Pourquoi? Tout seul, sans prévenir personne. Pourquoi? Ben, en fait, je me rendais compte que tous les jours, j'allais au lycée. C'est vraiment, tu sais, tu mets le masque du mec fort, tu mets ton armure, tu prends tes armes et tu vas affronter la vie.
Et chaque fois que je rentrais chez moi le soir, je m'effondrais en larmes. C'est que je me mettais une telle pression Mm. pour paraître quelque chose. Mm. En fait, j'ai fait cette tentative de suicide alors que je trouve que comme un adolescent, j'avais tout pour moi, entre guillemets. Ça veut dire, j'avais ma réputation, mon image, j'étais ami avec tout le monde. Je sortais avec beaucoup de filles, enfin tout ce qui peut épanouir un adolescent. Je m'achetais des vêtements, je sortais en boîte, enfin tu vois, tout des choses futiles qu'un adolescent aime. Et en fait, cette tentative de suicide vraiment à contre-courant de ce que je pouvais croire aimer m'a révélé que tout ça, c'était du fake. C'était pas moi. Mm. Et, et je me rappelle que mon père m'a donné mes premiers conseils qui ont changé ma vie. C'est que déjà, il a mis le mot dépressif sur mon état. Mm. Puis moi, je me rappelle très bien, il m'a demandé, mais t'es triste comme ça, t'es en mal-être depuis quand? Je lui ai dit, mais papa, depuis ma naissance, je suis comme ça. Ouais, depuis toujours. Ouais. C'est en moi. Je traîne ce mal-être à fond. Tu t'identifies à ce mal-être, hein? Ouais, c'était vraiment comme si j'ai mal, donc j'affronte la vie. Tu vois ce schéma. Pas le Aujourd'hui, choix, pas le choix. T'avais pas le choix. ouais, c'est ça, mais aujourd'hui, je sais que vu que je l'enseigne, j'appelle ça l'ego. Ça veut dire que toute mon adolescence, j'ai donné les clés de ma vie à mon ego et je lui ai dit, écoute, moi j'ai trop mal au cœur, donc toi, tu t'occupes de tout. Et c'est ce qui m'a conduit droit dans le mur finalement. Et en fait, cette tentative de suicide m'a fait prendre conscience que j'avais plus envie d'être quelqu'un de fort, Mm. qui a une réputation, qui a une image et sur qui tout le monde peut s'appuyer. Mm. Ou sur qui tout le monde peut demander conseil, demander à l'aide. Ça me pesait beaucoup trop. Et en fait, il y a des moments où les gens venaient me demander des choses, avaient beaucoup d'attentes envers moi. Et en fait, j'ai commencé à oser dire non, je me sens pas capable de le faire. Ou tu sais, ça me fait un peu peur ce que tu me dis là. Ou je me sens pas prêt à entendre tous tes secrets parce que je suis encore fragile. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu dire avant, tellement je voulais tout contrôler. Oui, c'est vulnérable. Ouais, L'ego a peur de ce genre de message. exactement. Et en fait, c'est à partir de là où cet ego monstrueux, j'ai appris à le pacifier, l'adoucir, le rendre plus calme. C'est que, tu sais, entre l'adolescent où quelqu'un te croise dans la rue et tu lui fais d'où tu me regardes comme ça, et 3 ans plus tard se dire quelqu'un me regarde dans la rue, je lui souris. Bonjour. Et c'est comme si je suis passé du jour à la nuit. C'est que, mais comme tu dis, c'était pas comme ça. Ça a pris du temps, c'est tout un travail sur soi de se dire, bon, chaque fois Une que... marche après l'autre, tu nous dis. Ouais. Oui, d'abord, ça a été, je veux apprendre à être un mec sympa. Tu vois, tellement que je me considérais vraiment pas sympa du tout. À 18 ans, j'ai voulu devenir sympa. Ouais. Donc j'ai appris à faire ça, parce que même, je me rappelle, quand j'étais ado, j'ai des amis, ils m'ont dit, Gwen, je t'ai jamais vu rire. Wow. À quel point j'étais sérieux. Et puis, vers 20 ans, j'ai lu Confucius, les entretiens, qui parle d'être un homme de reine, c'est-à-dire un homme de vertu. Et vu que mes parents, ils m'avaient quand même donné tout le background de spiritualité, ben là, je me suis dit, je veux être un mec bien. Je vais essayer d'être un mec bien. Donc, j'ai travaillé sur moi pour être quelqu'un de bien. Et en fait, c'est là où, au début, c'est horrible. C'est que, en fait, mon monde s'effondrait. C'est que j'avais plus de succès avec les filles, j'avais moins d'amis. Au boulot, on me respectait moins quand je faisais des petits boulots. Et je me rappelle une fois, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, mais papa, comment ça se fait que quand j'étais un connard, tout allait bien dans ma vie, et maintenant que je veux être quelqu'un de bien et de Il me gentil, fuit. y a tout qui s'échappe. Ouais. Et mon père a eu cette très belle métaphore, il m'a dit, bah, tu vois, c'est simple, c'est que
Euh, ben, le chemin du vice, c'est une autoroute. T'as qu'à rouler, tu vas tout droit. Le chemin du bien, c'est un petit sentier tortueux dans la montagne où il y a des pièges, il y a des obstacles, il y a des gens qui vont vouloir te détourner. Et c'est à toi de te dire, je veux quand même aller sur ce chemin-là. Ta motivation, c'était quoi? Ma motivation, c'était ben, de faire le mieux sur Terre, tout simplement. C'est qu'en fait, j'avais plus du tout l'objectif de réussite à la Scarface. Donc ça veut dire l'argent, les machins, le truc, le succès, les boîtes de nuit, la réputation. C'était juste bah, que chaque jour de ma vie, je puisse me regarder dans le miroir et me dire j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc tu vois, des fois je On a me... peur de la rechute quand c'est comme ça. On te voit rechuter plus tard avec le casino, avec le poker. Il y a différentes étapes de ta vie. T'as peur de cette rechute ou tu l'as senti plusieurs fois où ça t'échappait et que tu redescendais? Non, parce qu'en fait, à la fois, nous ne sommes pas qu'un bloc de personnes. Il n'y a pas un seul Gwen. Tu vois, j'enseigne la multiplicité. Ça veut dire qu'on peut très bien être mauvais dans un domaine et très bon dans un autre. Ça veut dire que le Gwen qui va au casino jouer et qui ensuite va dans les bars et les boîtes de nuit, il pouvait aussi dans la journée faire des bonnes actions. Tu vois, donc euh, ben, j'avais des objectifs. D'abord, ça a commencé par faire une bonne action par jour. Et donc, comme tu dis, en se forçant, c'est-à-dire un travail sur soi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, qu'en fait, la vie nous teste. À chaque fois qu'on veut changer, quelqu'un qui veut changer de métier, quelqu'un qui veut changer de relation amoureuse, quelqu'un, peu importe le changement qu'on veut faire, la vie nous teste et va nous dire, là, je te mets 3 obstacles et un piège et un gros trou, est-ce que tu es sûr que tu veux changer? Et en fait, soit on baisse les bras et on continue sur l'autoroute de l'ennui, et soit, effectivement, il y a la volonté de se dire, si, si, je vais gérer toutes ces situations-là. Et là, la vie nous dit, bon, bah, puisque tu es motivé, alors c'est bon, vas-y. Et en fait, il y a toujours ces tests. Et en fait, au bout d'un moment, le travail sur soi devient un jeu avec soi. C'est que pour moi, ma vie au quotidien, aujourd'hui ou depuis, c'est vraiment, je m'entends avec tous les membres de ma famille, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, je connais tous les commerçants de mon quartier, je croise des gens dans la rue, mes voisins, je leur dis bonjour, comment ça va, on parle 5 minutes. Et en fait, je, je peux dire quand même avec une certaine fierté, j'ai réussi. C'est que j'ai vraiment réussi à faire du Gwen qui a peur des autres, qu'on Oui, lui parce qu'il y a la parle. timidité qui est là aussi, hein. Ouais, c'est ça. En fait, tout ça, c'était de la... Merci. En fait, tout ça, c'était de la timidité masquée derrière une forme d'arrogance. Et j'ai dégonflé la bulle. Ouais. Parce qu'il Et y a du ces coup, sensations de... Je veux dire, c'est grisant d'aller vers ces différentes addictions. Il y a quelque chose qui, 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 qui nous emporte, et on sent que ça a été remplacé à un moment par ce moment de silence où tu étais dans la nature, où tu es revenu habiter chez tes parents et tu as osé demander de l'aide. Tu as osé demander de l'aide à tes parents, il y a eu un gros moment de vulnérabilité ou de retour vers soi, parce que tu pouvais plus, tu étais dans une impasse quand même. oui, en fait, c'est comme si bah, l'illusion dont je te parle, il y a l'adolescence, et après il y a la vie d'adulte, effectivement, suite à l'époque jeux, addiction, casino, sortie, alcool et tout ça. Bah, ça aussi, ça a été une illusion. C'est que je me suis aussi rendu compte que je pars de chez moi, je construis ma vie, je suis marié, j'ai un fils, j'ai plein d'amis, j'ai de l'argent, je fais la fête. Ben, ça aussi, c'était une autre illusion dans laquelle je m'étais enrôlé et qui me rendait toujours pas heureux puisque je suis retombé dans une énorme dépression. Et en fait, c'est là où ben, ce qu'on appelle la quête de soi, Hmm.
devient une évidence. C'est quand Ouais, tu réalises que, bien dit. alors, j'ai tout ça, tac, 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 mon éducation m'a appris que quelqu'un qui a tout ça est heureux. Donc moi, j'ai réussi à avoir tout ça très jeune, mais je ne suis pas heureux. Alors la question devient très naturellement, bon, qu'est-ce qui me rend heureux? Et là, tu vois, même pendant que je le fais devant toi, je vois des enfants qui jouent dans la mer à Madagascar. Hmm. Et jouer avec eux, ça me rend heureux. Je vois des gens qui vont mal, qui ont des problèmes, des femmes battues, violées, qui s'en sortent pas. Et je me dis, Gwen, tu peux participer à leur mieux-être. Et je vois le monde, la pollution, la guerre, les conflits, quels qu'ils soient. Et j'entends mon âme qui me dit, Gwen, tu peux participer à ça. Tu peux participer à faire un monde meilleur. Et c'est ça, en fait, où je me suis dit, ah, ah mais c'est ça qui me rend heureux. Et quand je me suis trouvé, ben, j'avais plus qu'à, effectivement, j'ai pu demander de l'aide à Johan Ettal ou mon père ou de certains amis, enfin le peu qui m'en restait. Ah Pour, bah, ça fait le ménage hein, dans le coup, hein, c'est sûr. Hein. quand t'as plus d'argent, tu sais, ouais, effectivement, t'as Je perdu suis passée par là. Oui, oui. 80, 95% de tes amis sont plus là. Hein. Ouais. Donc, Quand est-ce que tu as commencé à savoir que c'était ton âme qui communiquait avec toi? À quel moment tu l'as vécu? Quand est-ce que ça s'est ouvert et comment tu as su que c'était ton âme? Ouais. ben, pendant cette phase de dépression intense, effectivement, vu que j'avais plus de sous et que je m'en suis remis aux mains de mes parents, euh, 26-27 ans, tu avais? ouais, c'est ça. Ben, du coup, j'avais aucune activité. La journée, il fallait juste que j'aille mieux. Donc, au début, j'allais, vu que j'allais très mal, j'allais marcher pendant des heures et des heures. Je trouvais des refuges. J'étais chez mon père à Saint-Raphaël, tu vois, sur la Côte d'Azur. Donc, j'allais au bord de la mer, je regardais la mer, puis j'écoutais. J'écoutais les petites voix, en fait, dans ma tête. Puis je marchais, j'allais dans des églises, des temples, des cathédrales. Mais il y avait presque trop de voix. Je fais une pause là, mais tu disais il y avait presque trop de voix. À un moment, tu t'es posé la question de l'asile où tu avais envie de taire Ouais, ces voix. C'était too much. Tu avais envie de faire appel à la chimie, là aussi. ouais. Ben, j'étais en train de devenir complètement fou. Autant le dire. J'estimais que je devenais Mais complètement oui. fou. Effectivement, au point que, en fait, ma souffrance prenait tellement ben, je vais utiliser le mot fort en chamanisme, de possession. Elle me possédait Ouais. que effectivement, j'en suis arrivé à dire que je deviens fou. Papa, mets-moi à l'asile, filez-moi des antidépresseurs, faut que j'aille mieux, quoi. Et en fait, mes parents ont eu l'intelligence de me dire non, prends ton temps. Et en fait, c'est au fur et à mesure de marcher, d'être dans la nature, d'aller dans des lieux de culte et dans des forêts. En fait, c'est un peu comme si je passais mes journées à prier. Tu vois, bon, t'as la T'avais prière la colère religieuse. qui ressortait et par moments la beauté des lieux qui te traversaient, non? Ben, pendant longtemps, juste aller mal et prier. Mais tu sais, comme pour moi, c'est très important de le signaler, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu vas dans une église ou, je sais pas, une mosquée ou peu importe, hein, suivant la confession des gens, pour dire Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, ça marche pas. Ça marche pas. Et j'en suis arrivé à me dire, mais pourquoi je demande 10 000 trucs à Dieu, mais je fais rien pour aller mieux. Yeah. Et c'est ça qui m'a paru dingue, c'est que j'ai réalisé que beaucoup de gens prient. Tu sais, ça peut être Dieu, ça peut être la Pachamama, ça peut être l'univers. En fait, chacun prie ce en quoi il croit. Et en fait, ils demandent plein de choses. Je veux 1 million sur mon compte en banque l'année prochaine, machin. Je fais la règle des 25 jours pour trouver l'amour. Mais si tu mets pas en action tes prières, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des flashs de bonheur. Ah ben tiens, je suis bien là.
Et en fin de compte, c'est dans ces moments où j'arrivais à retrouver un certain bien-être temporaire que j'ai réalisé que le bonheur est fait de choses simples. Et que tu peux le faire grandir. Oui, absolument. Cette petite étincelle peut grandir vite. C'est ça. Et en fin de compte, ben, il y a tout ce qui est loi d'attraction. C'est tu vas mal, t'attires des choses qui te rendent encore plus mal. En fait, dès que tu vas un petit peu mieux, tu rencontres des choses qui te font aller un peu mieux. Et quand tu prends conscience de ça, tu deviens presque maître de ta vie, même si j'y étais pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, ben, j'ai eu une immense ouverture de conscience comme ça dans la nature. Un jour où j'ai eu une illumination. En fait, j'étais fou, mais dans l'autre sens, tu vois. On a parlé de la folie dans le mal-être. Et un jour, j'ai eu une sorte d'orgasme cosmique, quoi, je dis illumination, ça me paraît plus terre à terre, où en fait la vie était soudainement magnifique et extraordinaire. Et en fait, quand je voyais le monde beau comme ça, c'est un peu comme si, pour les gens qui sont visuels ou qui voient les énergies, ça me remplissait. Hmm. Et au point que c'est un peu comme si ben, tu ne fais plus T'étais un qu'un. sapin de Noël, quoi. Ah, tu ne fais plus qu'un avec tout. Ouais. Donc il y a le bien-être, l'extase, et ensuite tu as une forme de neutralité qui est, tu es juste observateur de ce tout, et ensuite tu choisis d'être acteur. Hmm. C'est-à-dire, bon, ben, maintenant j'ai vécu cet état, qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce Et que j'en là, fais? très spontanément, c'est, bon, ben, je transmets. Puisque j'avais déjà un pied dans être thérapeute, ben, je me suis dit, ben, je vais assumer mon côté chaman aussi. Quand tu dis chaman, c'est assumer le côté, parce que c'est aussi ton héritage, hein, quand même, avec Madagascar et tout, le côté rituel, le côté connexion avec les esprits, le côté danse, trance. De quoi quand tu parles chamanisme, c'est faire venir l'âme, rassembler l'âme fragmentée. C'est quoi pour toi le chamanisme? Ben, en fait, c'est un peu comme si ben, ma mère, elle a toujours caché qu'elle était chamane depuis qu'elle était enfant. Et moi, mon chemin m'a aussi montré que j'ai toujours caché ce que j'étais pour mieux avoir l'air d'être ce que les gens veulent. Bien sûr. Et c'est ça qui m'amenait toujours dans le mur. Donc, en fait, le chemin, c'est juste de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, mon chemin, c'est moi. Donc, il y a même plus de chemin. En fait, j'ai du mal à l'expliquer, excuse-moi. Non, non. Et en fait, à partir de là, il y a assumer. Assumer, c'est d'oser dire, bon, qu'est-ce que je suis? Ouais. Ben, je suis un guérisseur. En Europe, on appelle ça un chaman. Alors bon, je vais mettre le mot chaman, mais pour moi, c'est pas très important. C'est qu'un mot, encore une fois. Tu peux dire je suis un sorcier, tu peux dire je fais de la magie blanche. Mais le mot chaman, c'est celui qui est connu en Occident. Je suis médium. Je suis un être spirituel. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'affirmer, l'affirmation de soi, c'est de l'ego. Alors que non, c'est vraiment notre âme qui nous dit tu es. C'est un peu comme si je te disais là, Lilou, tu es une femme extraordinaire qui a beaucoup à apporter au monde. Et c'est pas l'ego du tout qui parle. Donc quand quelqu'un le dit à quelqu'un d'autre comme je fais là, ça passe. Mais quand c'est nous-mêmes qui osons dire de nous je suis un grand homme qui va faire évoluer l'humanité, tout de suite on nous dit ouh là là, lui, il se prend pour qui? Mais c'est ça qui est beau, c'est l'affirmation de soi, le pouvoir souverain en chamanisme, c'est d'oser dire je suis. Ouais. On entend parler souvent de ce mot, ce pouvoir, la souveraineté. Oui, c'est très important en tout cas, parce que pour moi il n'y a pas de règle universelle, mais dans ce que j'enseigne, la souveraineté, le pouvoir souverain, le pouvoir personnel, comme on dit en développement personnel, effectivement, c'est de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais avec ce que je suis. Je m'en remets pas à d'autres qui vont m'aider ou qui vont
me donner un peu de leur pouvoir, parce que sinon, en fait, bah, c'est ce qui crée tous les jeux de pouvoir de la société. C'est que les gens, puisqu'ils savent pas honorer et utiliser leur propre pouvoir, ils passent leur journée à piquer celle des autres ou à se faire voler, et y a une forme de vampirisme énergétique, parce que bah, celui qu'on appelle victime, il va aller pleurer auprès de celui qu'on appelle sauveur, et l'autre, il y aura un bourreau, ça crée le triangle de Cartman, et tout le monde se vole l'un l'autre. Donc une fois que tu apprends à dire, bon, mon pouvoir personnel me permet de ne plus être ni bourreau, ni victime, ni sauveur, mais être conscient de ma co-création, alors dans ce cas, tu n'as plus qu'à agir en conscience, et tu regardes juste si une heure après ou le lendemain, ce qui arrive dans ta vie correspond à ce que tu as voulu créer. Donc pour moi, c'est ça le pouvoir souverain, le pouvoir créateur, c'est de se dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, et en fait, ce que je suis et ce que je veux, bah, c'est pareil, donc j'ai foi. Voilà, j'en arrive encore à un mot qui peut avoir une connotation religieuse, mais pour moi, c'est une foi non religieuse. C'est quand je sais qui je suis, donc je sais où je vais. En fait, ça paraît évident. Et il peut y avoir des obstacles, je rencontre des gens qui me font du mal, c'est pas grave. En fait, j'ai plus peur. Si tu veux, quand je dis je, ça veut pas dire moi à titre personnel. J'ai plus peur, mais je deviens mon guide. On devient notre propre guide, et c'est ça que tu enseignes. C'est non pas suivre la guidance de quelqu'un, mais de trouver ces messages en nous. Parce qu'on a les réponses en nous. Bah, tout à fait, parce que bah, j'ai un petit côté, comment dire, c'est même pas de la rébellion, de la révolte. C'est qu'en fait, plus j'écoute mon âme et mes guides spirituels, et plus je me rends compte que des fois je lis un bouquin ou autre de spiritualité et ça me parle pas. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, dans le milieu de la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui sont athées, donc qui sont même anti-religion. Donc le christianisme, les religions, tout le mal que ça a fait. Mais aujourd'hui, il y a un autre dogme qui arrive, qui ressemble étrangement à une religion, ben, c'est ce qu'on peut appeler New Age. Donc tu parles de l'identification à la spiritualité. Voilà, donc tout le monde dit la même chose. Et là où ça devient comme une religion, c'est que quand, je sais pas, quelqu'un me dit, ça m'arrive souvent, mais il faut pas le prendre personnellement, hein. Je leur dis, mais c'est pas parce que tu as lu ça dans un bouquin que c'est une règle. Et en fait, beaucoup de gens piochent des messages et se les appliquent alors que c'est pas eux. Ça passe peut-être par là, le fait d'apprendre aussi. Absolument, mais quand on me dit oui, mais tu sais, Bouddha a dit que et Jésus a fait ça, ben, j'aime beaucoup répondre, d'accord, oublie Bouddha et Jésus, toi, qu'est-ce que tu ressens? Je parle pas à Ho'oponopono, aux accords Toltec, à conversation avec Dieu, je parle avec toi. Pas de se planquer derrière une spiritualité, en fait. T'es en train de dire que c'est un Ouais. filtre, là. Oui, c'est ça. C'est que, effectivement, comme tu le signales bien, ça nous aide. Les livres, les enseignements nous aident. Mais ils nous aident un temps à explorer un chemin vers soi. Donc le but, c'est pas de dire je veux vivre comme Jésus ou Bouddha ou Martin Luther King, hein, parce que pour moi c'est aussi un prophète, pourquoi pas. Ou Gandhi, appelle qui tu veux. Mais c'est de réaliser que je me suis incarné Gwen Clapp. Donc en fait, mon accomplissement, ça sera d'être pleinement Gwen Clapp, ça sera pas d'être Bouddha. Lilou Massé, eh ben, elle fait Lilou Massé jusqu'à la mort. Tu vois, effectivement, on va pas se cacher derrière un truc qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a appris. Mais tu vois, il y a quelque chose qui me fascine. C'est que dans ce que j'enseigne, il y a aussi un truc qui m'appelle depuis toujours, c'est sortir du conditionnement. Mes parents m'ont appris que la société, l'école, tac, 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 j'enlève tout ça et je cherche ma propre essence. Oui.
quelle est l'essence de Gwen. Et je désapprends. C'est pas des choses que j'apprends, c'est des choses que je désapprends pour retrouver le Gwen originel. Et là, je sais qui je suis et ce que je veux pour faire le parallèle avec ce dont on parlait auparavant. Puis un jour, je tombe sur une vidéo, je ne savais pas du tout qui c'était, Krishnamurti, qui enseigne la désidentification. Et ça m'a parlé beaucoup. Et oui. C'est là que je me rends compte qu'en fait, la spiritualité vers soi peut être partagée par d'autres individus. Certains vont dire ça c'est pas toi, ça ne t'appartient pas. D'autres vont dire je me désidentifie. D'autres vont dire je suis dans l'unité. D'autres vont dire tout est dualité. En fait, c'est plus important. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on croit n'est plus important tant qu'on est dans l'amour. Donc pour moi c'est ça. En fait je réalise que le chemin de spiritualité c'est juste d'être en paix avec soi et d'être en amour avec les autres. Donc à partir du moment où tu dis à quelqu'un tu vois mon bouquin il dit pas comme toi donc t'as tort, c'est que tu n'aimes pas le bouquin. Tu vois, c'est clair. Tu apprends donc à communiquer avec l'âme. Comment on sait que c'est l'âme qui communique? C'est très beau, en fait, à percevoir. Ça ressemble à quoi? Parce que là, on va parler de channeling et autres. C'est-à-dire que c'est de l'information qui t'arrive d'où? Comment tu le ressens? Comment tu le vis? Parce qu'on a parlé un petit peu du fait que tu étais chaman et que tu te sentais chaman et tu avais de la légitimité à vivre ce côté chamanisme aussi et que tu t'autorisais, hein, parce que c'est une autorisation. Tu t'autorises à recevoir ces messages? Oui, alors, dans ce cas, je vais reprendre une base très simple du l'âme et l'ego. En fait, c'est un peu comme si l'être humain sur Terre, dans son origine, c'est un être joyeux. Donc, par essence, nous sommes des êtres de joie et d'amour. Et en fait, à force de souffrir, on a construit l'ego. Ça veut dire qu'au début, nous étions guidés par notre âme qui nous disait « va danser ». Et un jour, maman, elle a mis une claque en disant « arrête de danser autour de moi, tu m'emmerdes ». Et papa, il m'a puni, et l'école, ils m'ont mis une mauvaise note. Donc en fait, on a construit l'ego pour parer à toute éventualité de souffrir. Donc quand je vais bien et que je suis heureux, naturellement, je suis guidé par mon âme. Quand je vais mal et que j'ai peur, naturellement, je dis « bon, toi, mon âme, tu m'embêtes avec tes messages d'amour, je veux quelqu'un d'autre. » Et là, il y a l'ego qui dit « t'inquiète, je m'en occupe. » Ok, vas-y, aide-moi. Donc, en fait, c'est nous qui, inconsciemment, donnons le pouvoir à l'un ou à l'autre. Ensuite, donc, comment faire pour sentir ou capter ou invoquer notre âme? Ou des guides. Ouais, ou des guides. En fait, je ne peux communiquer avec mon âme et mes guides que lorsque je suis en paix avec moi-même et dans l'amour. Yes. Lorsque je suis centré et aligné, comme on dit en chamanisme, entre la terre et le ciel. Donc ça veut dire que je conçois que le schéma, c'est que ma souffrance invoque mon ego qui coupe ma conscience et qui coupe le canal avec l'âme. C'est très basique, c'est très simple à comprendre ça. C'est que quand je suis touché émotionnellement, j'agis avec le « c'est plus fort que moi ». Donc l'ego est plus fort que moi et c'est lui qui gère la situation. Donc, si je veux communiquer avec mon âme, il y a d'abord, je calme mon ego, c'est la base de tout. Donc mon ego, il veut tout casser et faire la guerre. Je dis non, ça va, je vais gérer ça dans l'amour. Ok. Quelle émotion j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Je lâche mes émotions. Peur, tristesse, colère et même joie, pourquoi pas. Je lâche toutes mes émotions. C'est comme si, j'aime beaucoup moi la métaphore du vase. Je vide mon vase
Et ensuite, j'invoque mon âme et mes guides pour qu'ils remplissent mon vase. Donc, ça veut dire que j'utilise mon corps comme un réceptacle. Donc, j'invoque. Et toi, mon âme, qu'est-ce que tu as à me dire? Et s'il y a des guides spirituels par là, vous pouvez accompagner mon âme parce que j'ai besoin de vous. Et là, je laisse juste couler. Avant de recevoir des messages, parce que beaucoup de gens pensent qu'on reçoit des messages, en fait, on reçoit des énergies. Donc, c'est très important de comprendre qu'au niveau énergétique, le corps parle. Quelqu'un qui va mal, il va dire « ben moi, je vais mal ». Quelqu'un qui va bien, il va dire « ah, moi, je vais super bien ». Donc, la connexion, elle est forcément vers le haut. Quelqu'un qui prend une mauvaise énergie, une mauvaise entité qui passe par là du bas astral, tu vas tout de suite voir dans ses yeux et dans sa manière de parler et dans le jargon, tu vois, il y a des channelings. Si la personne, dans un channeling, dit les guides spirituels sont en colère contre vous, vous avez fait du mal à la planète Terre, le coronavirus sert à vous punir et vous faire prendre conscience, tu sens bien que c'est pas un langage d'amour. Donc là, tu peux appeler ton guide Marie-Madeleine, mais tu vois bien que dans le message, c'est pas du tout une Marie-Madeleine en puissance. Donc, je laisse passer, et si je sens que l'énergie vient en moi, ça peut faire chaud, ça peut faire froid, ça peut faire des fourmis dans le corps, ça peut donner des sentiments qui peuvent même paraître désagréables. Mais en tout cas, je sens de l'amour. Et je laisse couler. Et en fait, c'est pas entendre des choses, le channeling de notre âme ou de nos guides, c'est juste, je transforme l'énergie en mots. Ouais. Et tu interprètes alors? Oui, c'est ça, exactement. On est traducteur. Ouais, on est interprète d'une énergie. C'est que même pour les gens qui veulent essayez juste avec des mots. Bienveillance, compassion, et juste des mots. Et en fait, on se rend compte qu'il y a bien un vocabulaire. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi de Channel, comme Jean-Marie Muller ou Sylvain Didlot. Et c'est drôle parce que quand on se canalise, quand on discute ensemble, on voit bien que l'âme et les guides, ils parlent la même langue. Tu vois, c'est seulement un langage d'amour et de paix. Donc, je me dispute avec mon frère. Mon ego, il me dit, te laisse pas faire. Calme-toi, toi tu me laisses tranquille, s'il te plaît, laisse-moi. Mon âme, qu'est-ce que tu vas me dire? Et en fait, mon âme tient toujours compte de mon bien-être et aussi du bien-être de l'autre. Donc l'âme cherche une solution à mon conflit. Donc elle va me dire, tu devrais peut-être lui dire ce que tu ressens pour qu'il le comprenne vraiment. Essaie de lui dire que ça te fait de la peine. Et que tu le blesses aussi sans faire exprès parce que tu te sens acculé. D'accord, j'ai osé lui dire ça. Et les guides, vous avez un conseil? Moi, c'est ça que j'adore, c'est la nuance entre l'âme et les guides. Ouais. Les guides, ils vont dire vous savez à quel point la fraternité est importante dans l'incarnation sur Terre. Préservez ce cadeau tant que vous pouvez. C'est tellement important de se sentir aimé par ses frères de sang. Et cette nuance, je l'adore parce que l'âme, c'est notre guide. Moi, je dis notre guide principal. Notre âme, elle nous guide, nous. Toi, Lilou, ton âme, elle parle à toi. Moi, mon âme, elle me parle à moi. Et les guides, ils parlent aux êtres humains. Donc, ils vont donner plus des messages universels qui peuvent tout à fait coller avec toi, avec moi, avec le voisin,
avec le mec à l'autre bout du monde. C'est que c'est juste ça la nuance de... Des fois, on capte les deux en même temps. Mais au moins, on peut dire, mon âme, elle me dit, tu vas y arriver. Mes guides, ils me disent, nous sommes là pour vous enseigner. Tu vois, la manière de communiquer, c'est pas du tout pareil. Hmm. Est-ce Mais le que... message est un message d'amour. Oui, de toute façon. L'âme ou les guides ne vont jamais dire fais-lui la gueule, va le frapper, laisse les inconscients, les moutons et les gens qui ont des masques dans leur monde et va créer une communauté pour les êtres illuminés comme toi. Ça, c'est vraiment de l'ego spirituel. L'ego spirituel existe vraiment. Ben, l'ego spirituel, en fait, c'est le même. C'est l'ego, mais c'est l'ego qui a appris la sagesse et donc qui... En fait, je te mime l'ego. Vu que l'ego, il prend note de tout dans la vie, donc il prend note des mauvaises expériences, là où tu t'es fait insulter, gifler, humilier, trahir, tout ce que tu veux. Et il te fait un mode d'emploi de comment éviter de souffrir. Mais, en fait, quand on lit un bouquin, ben, hop, j'en prends un. Alors, Osho, le courage. Alors moi, je lis mon bouquin, mais mon ego, il lit aussi le bouquin. donc l'ego qui lit. Alors, Il aime être flatté. ouais, c'est ça. L'ego, c'est quand on est réactif et virulent. D'accord, alors je vais cacher ça. L'ego, c'est quand on est conflictuel et qu'on insulte les autres. D'accord. En fait, l'ego, il note tous les enseignements de spiritualité. Et à partir de là, il devient spirituel quand il dit ben, je vais me planquer. Je vais faire semblant que c'est l'âme, alors que c'est moi qui vais quand même avoir le contrôle. Et donc, l'ego spirituel, moi, j'aime à dire que c'est l'ego qui se fait passer pour l'âme. Oui, parce que dans un travail énergétique, par exemple, quelqu'un qui va transmettre les énergies ou channeler, il va s'identifier à cette guérison. On va s'identifier à cette guérison, s'identifier à ce message que c'est nous qui l'avons apporté. Mais il y a quand même la place pour le jeu. Mais pas à l'identification totale, c'est ça? C'est-à-dire que nous sommes des réceptacles. L'ego spirituel, en fait, nous fait croire que quoi qu'on fasse, c'est de l'amour. Donc, tu vois, prenons un exemple très concret. Je me dispute avec toi. Mon ego, il me dit, Gwen, dis-lui ces 4 vérités, ça va la calmer. Bon. Non, j'ai pas envie. Et mon ego spirituel, il va me dire, alors, renvoie-la à ses propres torts avec sagesse. Tu vois, Lilou, je réalise que tu as des mécanismes de souffrance que tu mets en place parce que tu as du mal à te guérir. Donc, à mon avis, au lieu de t'énerver comme ça, tu devrais faire la paix à l'intérieur. Et là, c'est très subtil. C'est que on reconnaît que c'est l'ego parce que je dis quand même que tout est de ta faute. Mais sauf que je l'enveloppe dans un beau paquet cadeau avec des fleurs, du parfum, et ça ressemble à un message d'amour alors que c'en est pas un. Donc l'ego spirituel, c'est ce petit élan qui nous dit je vais lui faire mal, mais c'est pour son bien. Ouais, je vois, ouais. Donc il est beaucoup plus dur à débusquer. Tu vois, parce que l'ego, quand il agit, tu le vois, tu te prends en flagrant délit d'être dans l'ego. Mais vu que l'ego spirituel, il te fait croire que c'est toujours toi qui es plus intelligent et plus conscient, et c'est donc toujours la faute des autres, ben, c'est beaucoup de gens dans la spiritualité finissent par croire qu'ils n'ont plus d'ego. Donc voilà, l'ego spirituel, il a trop appris de spiritualité en fait. Ouais. Et lui aussi peut être serviteur pour que l'âme puisse être souveraine. Hein. Oui. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est l'unité. C'est de réaliser que dans certaines situations, tu as parlé de soins,
Euh, Si quelqu'un vient me dire, Gwen, je me sens mal, est-ce que tu peux me faire un soin? Ouais, vas-y, allonge-toi, je te fais un soin et dans 20 minutes, tu iras beaucoup mieux. Qui parle en moi? Parce que certains vont dire c'est arrogant, donc c'est l'ego. D'autres vont dire ah, c'est de la souveraineté, tu es sûr de toi. Tu as foi en toi. Et en fait, dans ces moments-là, on est en unité. C'est que l'âme, l'ego et nos sous-personnalités, ils sont tous d'accord. Je vais le faire. Et cette énergie-là, c'est pour moi celle qui nous rend le plus puissant. C'est quand tu dis je suis extraordinaire, mon âme, mon ego, tout est bien dans moi. Tu vois, donc il n'y a plus besoin de taper sur l'ego ou dire que l'âme c'est faible. Tu vois, c'est magique. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Je vois là que tu abordes les sous-personnalités et c'est encore un tout autre sujet. Et c'est peut-être plus du domaine de Johanna. Et bien sûr, tu as beaucoup de cordes à ton arc et essayé beaucoup de choses et c'est ce que tu transmets. Donc c'est quelque chose de... Tu appelles ça la holothérapie puisque je suppose que ça dépend des personnes. Ce que tu vas utiliser va dépendre... Quelles sont les 4-5 grosses techniques que tu utilises lors de séances? Alors, en fait, justement, comme tu le dis, holos, dans holothérapie, ça veut dire tout. Ça veut dire tenir compte de la globalité de l'être. Donc finalement, ce que j'aime et ce qui me passionne, c'est que tous mes patients sont différents, donc je ne fais jamais 2 fois la même consultation. Donc certains, bon, je vais tenir compte de l'aspect physique, je me sens pas bien, ben, mange végétal cru, et tu donnes des clés. L'autre, tu sens que c'est émotionnel, tu vas lui dire, ben, écoute, essaie de pousser des hurlements dans la nature pendant 3 semaines. Et l'autre, ça va être son mode de pensée, tu vas travailler sur l'ego, le système de pensée. L'autre, ça va être une quête de spiritualité, tu vas apporter des clés. Donc, en fait, ça part de la santé holistique. Et au final, la spiritualité, la santé holistique, la médiumnité, le chamanisme sauvage et tout ce que j'enseigne, la guidance spirituelle, effectivement, tout est relié. Il suffit juste de donner la bonne clé au bon moment à la personne pour débloquer une situation. Donc finalement, que quelqu'un ait un cancer, soit en divorce et un conflit avec son fils, ou soit endeuillé, ben, tu as des solutions pour ça. Non seulement donc, en tant que thérapeute ou chaman, mais surtout, effectivement, vu que c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, pour lui apprendre à s'écouter lui-même et se guérir lui-même et ne plus avoir besoin de moi quelque part. Et c'est ça, la guidance spirituelle ou écouter son âme, c'est quand nous sommes notre propre guide dans tous les domaines dont nous avons besoin. Je te vois bien travailler avec des adolescents ou des jeunes adultes aussi, assez menant. Je veux bien faire ça. Depuis 6 mois environ et je trouve ça très drôle parce qu'effectivement, vu qu'il y a l'effet miroir et que mes patients vibrent sur la même énergie que moi, mon fils a 16 ans et je me retrouve avec pas mal de parents qui ont des adolescents et qui me disent oui mais toi puisque tu as un parcours comme ci comme ça, parle-lui. Tu peux t'occuper de notre fils et je leur dis oui si il le veut bien. Ouais. Mais c'est vrai que oui, effectivement, tu as raison, Lilou. Moi, les enfants et les ados, j'adore. Ça te va bien, ouais. Et c'est l'avenir de l'humanité. Super. Bon, bah, au plaisir de pouvoir se rencontrer en personne. Et puis, je te souhaite plein de belles choses. Merci pour cette interview, merci pour cette connexion, merci de m'avoir fait confiance à travers ce processus, parce que c'est un processus. Merci vraiment infiniment et de tout mon cœur, sans en faire des tonnes, mais parce que ça mérite que j'en fasse des tonnes. Parce que déjà, je t'admire pour ce que tu es et ce que tu fais. Et à la fois, je me sens profondément honoré que tu aies compté sur moi aujourd'hui. Et d'être humain à être humain, je trouve ça beau et je serais vraiment heureux de te rencontrer en vrai. C'est dommage qu'avec les aléas de la vie, dans ce moment, on ait fait ça par Skype, mais
j'apprends à m'en contenter et me dire que c'est déjà génial. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, Gwen. Gros bisous à tous et à tous ceux qui, bien sûr, qui regardaient cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et à très bientôt, Gwen. Merci. Merci.